Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alors aujourd'hui, on va faire le cours sur les compresseurs. Alors les compresseurs, c'est des machines mécaniques qui font le même travail que le travail des pompes. Alors les pompes, bien sûr, le liquide ou bien le fluide qui circule à l'intérieur, c'est des liquides. Et concernant les compresseurs, bien sûr, le fluide qui circule, ça sera des gaz. Alors là, le terme de compresseur, ça vient de quoi? Ça vient, bien sûr, du terme ou bien du verbe comprimer. Alors, cette machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout simplement la compression et bien sûr le transfert d'un fluide qui est un gaz. Alors, ce gaz aussi peut être bien sûr de l'air. Alors, les compresseurs se présentent sous des formes très variées en fonction des conditions bien sûr d'utilisation ou bien de pratique et aussi des caractéristiques de pression et de débit aussi. Alors, si on veut classer les compresseurs, on peut les classer selon deux catégories. Alors, on peut les classer selon, bien sûr, le mode de fonctionnement ou bien ce qu'on appelle le principe de fonctionnement. Donc là, si on veut les classer selon le mode de fonctionnement, on peut avoir deux grandes catégories, ce qu'on appelle les volumétriques et les dynamiques ou bien ce qu'on appelle les turbocompresseurs. Et si on veut les classer selon leur taux de compression, d'accord, parce que là, je comprime quand même un gaz, donc j'ai la pression d'aspiration ou bien la pression d'admission de votre gaz et j'ai la pression finale qui est la pression de refoulement. Donc le taux de compression, c'est toujours la pression finale ou bien la pression de refoulement sur la pression d'aspiration ou bien la pression initiale. Alors si on peut classer ces machines selon le taux de compression, si ce taux de compression est supérieur à 3, c'est-à-dire y compris en 3 et 100 bars, ces machines, on peut les appeler compresseurs. Et si bien sûr ces taux sont inférieurs à 3 bars, c'est-à-dire y compris en 1,1 et 3 bars, ces machines, je peux les appeler les soufflants. Et si votre taux de compression est inférieur à 1,1, là on aura bien sûr les ventilateurs. Donc on remarque que les ventilateurs et les soufflants, c'est une catégorie qui appartient à la catégorie des compresseurs. Jusque la différence avec les soufflants et les ventilateurs et les compresseurs, ça sera bien sûr le taux de compression qui est bien sûr très important, c'est-à-dire qui dépasse les 3 bars pour les compresseurs. Et s'il est inférieur à 3, on aura soit les soufflants, et si vraiment il est trop faible, c'est-à-dire au voisinage de 1 bar, on aura bien sûr les ventilateurs. Alors si on va suivre le principe de fonctionnement, on peut classer les compresseurs selon deux grandes catégories. Alors on peut dire qu'on a les compresseurs volumétriques, la même chose que les pompes, et on a ce qu'on appelle les compresseurs dynamiques, ou bien on peut les appeler les turbocompresseurs. Alors dans la catégorie des compresseurs volumétriques, on trouve deux catégories, soit les compresseurs à piston, ou bien ce qu'on appelle les compresseurs alternatifs, et aussi on a les compresseurs rotatifs. Dans la deuxième catégorie qui est les compresseurs dynamiques, on a les compresseurs axiales et le compresseur centrifuge. Et on va essayer sur l'étendue de cours de voir la différence entre chaque catégorie. Alors on va commencer par les compresseurs volumétriques. Donc on a dit que ces compresseurs volumétriques, si on dit que je les appelle volumétriques, ça veut dire c'est sûr qu'on va avoir une certaine variation de volume. Donc je vais avoir que le principe général de fonctionnement des compresseurs volumétriques, qu'on a une variation de volume d'une cavité. Et cette cavité, bien sûr, ça sera bien sûr le cylindre où va se trouver votre gaz, bien sûr, entre l'entrée et la sortie de votre machine ou bien de votre compresseur. Là aussi, on peut les classer en deux grands types ou bien deux grandes catégories. On a ce qu'on appelle les alternatifs et les rotatifs. Dans les alternatifs, on trouve les compresseurs à piston ou bien les compresseurs à membrane. Et dans les compresseurs rotatifs, donc on a un mouvement de rotation. Donc on peut trouver tout compresseur à palette ou bien en compresseur à vis. Là aussi à vis, je peux trouver le monovis, les double vis, etc. Et aussi ce qu'on appelle les compresseurs à lobe. Donc il existe différents types, soit pour la catégorie d'alternatifs ou bien de rotatifs. Alors ces compresseurs volumétriques se caractérisent par un rapport de compression très élevé. D'accord? Et bien sûr, on aura un débit qui n'est pas aussi important. Donc, ils auront un débit qui est limité, mais quand même un taux de compression très élevé. Alors, parmi les inconvénients d'avoir un taux de compression très élevé, c'est que quand on va comprimer et on arrive à des pressions de refoulement
très très élevées, on atteint des températures très très élevées. Et ces températures, c'est pas bien ou bien c'est mauvais pour, bien sûr, le métal ou bien le composite qui va faire votre compresseur. Alors, par astuce, qu'est-ce qu'on fait? On fait une compression fractionnée. Alors, c'est quoi une compression fractionnée? C'est qu'au lieu de faire un taux de compression direct P2 sur P1, exemple, on veut comprimer par exemple de 1 bar à 60 bars, je vais essayer de comprimer par partie. Donc, je comprime par exemple de 1 bar jusqu'à 20 bars, ensuite de 20 bars à 40 bars, ensuite de 40 bars à 60 bars. Donc, je vais la fractionner, cette compression, je ne vais pas la faire d'une manière directe. Alors, pourquoi? Alors, pour avoir une compression fractionnée, je vais installer à l'intérieur de votre compresseur des dispositifs de refroidissement, d'accord, du gaz. Pourquoi? Pour tout simplement essayer de refroidir le gaz. Et là, on aura des températures qui ne sont pas très, très élevées. C'est-à-dire, si je pris l'exemple comprimé de 1 à 60 bars, donc on va comprimer la première fraction donc de 1 à 20. Donc, je vais atteindre une certaine température. Le gaz passe au début par un refroidisseur, donc un échangeur. Donc, je vais réduire la température. Ensuite, il va passer dans le deuxième étage pour comprimer, par exemple, de 20 à 40 bars. Ensuite, à la sortie, il va passer par un autre refroidisseur pour essayer de diminuer la température. Et ensuite, il passe au troisième étage pour comprimer de 40 à 60. Et à la fin, bien sûr, il passe par un refroidisseur pour diminuer la température de sortie. Donc là, on a fractionner cette compression. Alors, ce fractionnement, soit il est à l'intérieur du compresseur, donc à l'intérieur du compresseur, donc la même chemise, vous trouvez plusieurs étages de compression, ou bien on aura un montage, c'est-à-dire l'installation de plusieurs compresseurs en série et entre chaque compresseur, on trouve un échangeur ou bien un refroidisseur pour essayer de diminuer ou bien réduire la température de sortie. Alors, pour les compresseurs volumétriques, on a dit on a les alternatifs et on a les rotatifs. Alors, ce qui concerne les compresseurs volumétriques alternatifs, on a dit qu'on trouve les compresseurs à piston. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est que vous avez introduction d'un certain gaz qui se trouve à l'intérieur d'un espace limité. Et cet espace limité, il est limité bien sûr par le volume du cylindre. Et à l'intérieur de ce cylindre, on a bien sûr le piston. Alors le mouvement du piston, automatiquement en combinaison avec les clapets de sortie et d'entrée, on va engendrer une aspiration, d'accord? Et cette aspiration, c'est l'aspiration de votre gaz, d'accord? Ensuite, on a une compression, d'accord? Et à la fin, on a le refoulement du gaz. Alors, on va schématiser par... Alors, à gauche, là, vous avez le schéma de votre compresseur à piston. Donc là, tout ça, c'est votre cylindre, d'accord? Là, ce qui est en gris, ce qu'on a appelé le 4, c'est le piston, d'accord? Le 3, c'est la chemise, bien sûr, du compresseur. Et le 1 et le 2, c'est les clapets de sortie et de refoulement, bien sûr, pour ce compresseur. Alors, si on va schématiser cette étape ou bien ce compresseur à piston par un diagramme de clapet rang pression en fonction du volume, donc on a l'étape de 1 à 2. Là, on aura, dans cette étape, c'est l'aspiration du gaz, donc c'est l'ouverture du clapet 1. Et on aura bien sûr le mouvement de votre piston vers la gauche, donc c'est un déplacement vers le bas, pardon, et on aura le remplissage de votre gaz à l'intérieur. Ensuite, de 2 à 3, on a la compression, on va avoir les démonstrations des compressions au niveau du cours. Donc, on a plusieurs types de compression. Donc, cette compression, elle peut être isotherme comme elle peut être aussi adiabatique. Donc là, on va comprimer, donc c'est le déplacement du piston, bien sûr, vers le haut, à une certaine pression, bien sûr, et c'est la pression finale CP3. Et ensuite, on a l'ouverture du clapet de refoulement. Donc, on aura le refoulement de 3 à 4 qui se fait, bien sûr, à pression constante. Donc là, on remarque qu'à l'aspiration et au refoulement, la pression reste la même, malgré qu'on a automatiquement une variation de volume. Donc, l'aspiration, elle se fait à la pression initiale, c'est-à-dire c'est la pression d'aspiration. Et le refoulement ici, il se fait à la pression finale ou bien ce qu'on appelle la pression de refoulement. Donc là, le taux de compression, c'est la pression P4 sur P1 ou bien je vais l'appeler la pression P3 sur
P2, puisque la pression P1 elle est égale à la pression P2 et la pression P3 elle est égale à la pression P3. Alors, le principe de compression d'un compresseur qui est volumétrique, donc le principe est comme suit. Donc, vous avez une certaine masse de gaz qui va être à l'intérieur, bien sûr, qui va être aspirée par l'ouverture de clapet d'admission. Donc, il va être emprisonné à l'intérieur, ok? Et bien sûr, jusqu'à un certain volume. Et ça, c'est le volume maximal qu'on arrive. Ensuite, on aura la compression, donc c'est le déplacement de ce piston vers le haut. Et on va réduire ce volume jusqu'à, bien sûr, volume maximal qu'on arrive. Et bien sûr, ensuite, on a l'ouverture du clapet de refoulement pour refouler ou bien faire sortir le gaz. Alors, dans ce diagramme de Clapeyron, on représente, bien sûr, une compression qui est théorique. Donc, on remarque sur ce diagramme de Clapeyron, donc, on a la pression en fonction du volume. Donc, on a l'aspiration du point A au point B, d'accord? Ensuite, du point B au point C, là, c'est la compression. Et du point C au point D, là, c'est votre refoulement. Ensuite, on revient de D à A pour essayer de diminuer la pression, d'accord? Le volume reste bien sûr le même, d'accord? Et on aura bien sûr A, B, C, D et A. Là, on peut l'appeler, alors cette surface, c'est quoi? C'est le travail de compression, d'accord? Donc, je répète, A, B, C, D et A. Toute cette surface qui est en rouge, là, on l'appelle le travail théorique de la compression. Et là, je dis bien que c'est un travail théorique parce qu'on a pris un piston qui est théorique. Donc, là, je répète, donc A, B, C, D, ils représentent le travail et ce travail, c'est un travail qui est bien sûr théorique. Et bien sûr, le mouvement du piston pendant la course d'aspiration est dû à l'action de la pression extérieure qui est la pression P1 et la force agissant sur le piston est donnée par le produit, bien sûr, puisque c'est une force, c'est la pression initiale fois la surface qui est la surface du piston ou bien la surface du cylindre. Alors maintenant, si on prend une compression qui est une compression réelle, il y aura une certaine différence, c'est que vous avez bien sûr l'aspiration de A' jusqu'au point B, ensuite du point B au point C, ça c'est la compression, et ensuite du point C au point D, là on aura bien sûr le refoulement et on revient au point A'. Alors si on va prendre maintenant quelle est la surface de notre travail réel, c'est qu'on aura A', B, C, D et A', ça on l'appelle cette surface, c'est le travail réel du compresseur. Alors on remarque qu'on a une certaine différence de ce travail réel par rapport au travail théorique, c'est qu'on a cette surface de triangle qui est AD, A', qu'on a soustrait du travail théorique. Donc, on a le travail réel qui diminue par rapport au travail, bien sûr, théorique. Et cette diminution, c'est cette surface-là qui a diminué. Alors, comment on peut expliquer cette diminution de travail? C'est que tout simplement, on aura toujours un volume qu'on appelle le volume mort. Et ce volume mort, il se traduit par quand on aura le refoulement, on n'arrive jamais au point A. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il reste toujours une partie de gaz qui reste emprisonnée à l'intérieur de votre piston. C'est-à-dire que le piston, il n'arrive jamais à la fin, c'est-à-dire on aura toujours un certain volume et ce volume, on l'appelle le volume mort ou bien le gaz mort qui reste emprisonné à l'intérieur de votre cylindre quand on fait le refoulement. Et cette diminution de ce volume qui n'est jamais utilisé, ça va automatiquement diminuer le travail de la compression réelle. Et bien sûr, si on a un travail réel qui est inférieur au travail théorique, on aura la notion de rendement. Et ce rendement, c'est un rendement qui est un rendement théorique. Alors là, c'est ce que j'explique. Donc, l'existence de cet espace qu'on appelle espace mort ou bien volume mort, va bien sûr avoir ce qu'on appelle la caractéristique particulière au niveau, jusque pour les compresseurs volumétriques, on aura ce qu'on appelle la cylindrie apparente, d'accord? Et cette cylindrie apparente, elle est inférieure à la cylindrie géométrique. Si vous vous rappelez, dans les pompes, la cylindrie, c'est quoi? On a dit, c'est le volume, d'accord,
qui est bien sûr divisé par nombre de tours. C'est ça ce qu'on appelle la cylindrie. Donc la cylindrie apparente, c'est la cylindrie réelle. Alors bien sûr, elle est inférieure à la cylindrie géométrique. Pourquoi? Parce qu'on a dit toujours qu'il reste une certaine masse de fluide qui reste enfermée ou bien emprisonnée à l'intérieur du compresseur qui va diminuer cette cylindrie apparente par rapport bien sûr à la cylindrie géométrique. Et cette réduction va bien sûr admettre un rendement et ce rendement, on l'appelle le rendement volumétrique.